Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, pour le cours de PEB, nous allons essayer de contextualiser un peu la situation et nous allons commencer donc par définir et voir ou introduire les notions d'empreinte écologique. Ensuite, on va parler un petit peu de réchauffement climatique. S'en suivra l'aspect consommation énergétique. Ensuite, on va parler de développement durable et on terminera par la réglementation PEB. Tout ça étant des introductions aux chapitres principaux que nous verrons cette année en PEB. Qu'en est-il? Donc, d'un point de vue contexte, la première des notions que l'on va introduire, c'est l'empreinte écologique. Quelle est-elle? En fait, c'est un indicateur, comme on dit, qui est le moyen de savoir ce que l'homme, l'humanité, a comme impact sur les ressources, sur ce que la Terre est capable de nous fournir chaque année. Donc, elle évalue la surface productive de terre et d'eau nécessaire à une population pour répondre à sa consommation de ressources et ses besoins d'absorption de déchets. Donc, ça inclut pas mal de choses, évidemment. Donc, l'exemple qui est donné, c'est l'histoire de l'île déserte. Vous prenez pour Robinson Crusoe et le but, ce serait de savoir quelle est la taille de l'île dont vous auriez besoin en matière de terre, de lagon de mer pour pouvoir pêcher, et qui va vous permettre de vivre de manière tout à fait indépendante, donc ça s'appelle un vivre en autarcie, et ce de manière durable, ça veut dire sans avoir plus besoin de qui que ce soit de l'extérieur et euh, en nivelant les rejets et en équilibrant les rejets et ce que vous allez pouvoir fabriquer dans ces éléments-là, tant en matière de chauffage, de nourriture, d'eau, de matériaux de construction pour construire vos maisons, vos abris, les besoins en eau, en air, et éventuellement donc, la gestion des rejets. Donc l'empreinte écologique, c'est une notion qui a été introduite au début des années 90 sur base d'une méthodologie empirique et analytique. Elle a été mise en place par un organisme qui s'appelle le Global Footprint Network. Donc c'est un organisme qui a été fondé en 2003 aux États-Unis, en Belgique et en Suisse. Ce sont des ASBL qui ont développé des moyens de calcul qui permettent d'améliorer le développement durable et d'évaluer donc l'empreinte écologique de l'humanité. Alors depuis 2017, cette plateforme, cet organisme a mis en place une plateforme dont on parlera plus tard, qui est valable pour plus de 200 pays et qui permet d'évaluer, donc qui permet de donner une cote sur les besoins écologiques, sur les besoins humains et donc l'impact via cette empreinte écologique. À titre informatif, j'ai fait le calcul me concernant. Je pensais être un bon élève puisque je suis assez proche de ce mouvement écologique qui essaye d'avoir son propre compost, de rouler ouvert, d'avoir des panneaux solaires photovoltaïques à eau chaude et tutti quanti. Je pensais être un bon étudiant et je me suis aperçu qu'en fait, d'après cette base de calcul, je suis pas vraiment dans le top mondial, on va dire. Je vous encourage vivement à faire le calcul pour évaluer. Ce n'est qu'une évaluation, évidemment, puisque ça ne tient pas compte de tout ce que vous faites, évidemment, mais ça donne quand même malgré tout un bon indicateur. Alors, d'un point de vue mondial, on peut distinguer donc cinq grandes surfaces dites bioproductives, donc génératrices de vie, sous-entendu génératrices de ce que vous aurez besoin pour pouvoir vous vivre. Donc là, dans ces cinq grandes familles, vous allez avoir les champs, hein, qui vont vous permettre d'avoir toutes les surfaces agraires, donc le blé, le maïs et tutti quanti.
Les pâturages, donc là c'est évidemment pour les bestioles que vous allez pouvoir bouffer. Les forêts, là elles servent principalement à l'absorption du CO2 et à donc autrement dit, puisque le CO2, on va voir que c'est le marqueur le plus important de l'effet de serre, donc qui est l'élément le plus ennuyeux dans le monde dans lequel on vit pour le réchauffement planétaire. Et l'espace l'espace de pêcherie et tout ce qui concerne l'agriculture marine, enfin la culture marine. Faut savoir également que dans ces surfaces bioproductives, on considère également que les terrains que vous utilisez pour construire vos maisons sont faits sur des terres arables, donc sur des terres qui pourraient être cultivables. Donc la répartition, c'est de l'ordre de 1,6 milliard d'hectares pour un hectare, pour rappel, c'est 10 000 m², donc un carré de 100 mètres sur 100 mètres. Donc 1,6 milliard d'hectares sont disponibles pour les champs, 3,4 milliards d'hectares pour les pâturages, 3,9 milliards pour les forêts, 2,9 milliards pour les pêcheries et 0,2 milliards pour les terrains constructibles. Ça nous donne un ordre de grandeur de 13,6 milliards d'hectares actuellement. Donc le rapport 1,6, 3,5, 4 et 3 à peu près. Donc pour les champs, les pâturages, les forêts, les pêcheries et les terrains constructibles étant dérisoires. Mais malgré tout, ils font partie de l'équation malgré tout. Faut savoir que donc, sur la Terre, on a à peu près 50 milliards à 51 milliards d'hectares disponibles, si on prend la surface globale de la Terre, mais qu'on n'en a que 13,6 qui sont disponibles pour la culture, pour la bioproduction. Donc ça veut dire qu'on a une grosse partie de la Terre qui, elle, on considère qu'elle n'est pas bioproductive. Donc c'est une grande partie des océans et les déserts. Dans les grandeurs, les ordres d'idées à retenir, vous avez donc un hectare, c'est quoi? Donc c'est 10 000 mètres carrés, c'est un carré de 100 mètres sur 100 mètres. Et pour ceux qui aiment ça, la surface de référence, c'est le terrain de football. Okay. Donc le terrain de football, c'est 0,7 hectares. Si vous prenez les 13 600 millions d'hectares disponibles biologiquement pour produire les besoins humains, vous avez donc un rapport 7,2 milliards d'habitants, 13,6 milliards. À l'heure actuelle, 7,2 milliards, ça ne fait qu'augmenter, on est d'accord. On a donc une surface de l'ordre de 1,9 hectares par habitant disponible si la répartition était équitable pour le monde entier. Il va de soi que ce n'est pas du tout le cas. Donc, si vous prenez cette surface, vous allez avoir besoin donc d'environ l'équivalent par personne dans le monde, l'équivalent de 3 surfaces, de 3 terrains de football pour produire vos besoins annuels. On va voir plus tard donc que ce n'est pas du tout bien réparti, puisque voici. Si on regarde un petit peu la répartition de la capacité écologique et l'empreinte écologique par pays, vous voyez qu'on est au niveau des États-Unis, au niveau des pays nordiques, on est dans des zones où on dépasse largement les 3 fois la biocapacité moyenne de la Terre. Donc États-Unis, Amérique du Nord, Canada, vous avez les pays nordiques, la France et la Belgique dont nous faisons partie, et l'Australie. Les autres pays, entre 2 et 3 fois, vous voyez, Espagne, une partie des pays du Nord, ce sont entre 2 et 3 fois. Les surfaces étant les moins, je vais dire, les moins voraces,
vis-à-vis du monde. Donc c'est toute l'Afrique centrale. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud étant entre 1 et 2 fois. Donc ce sont les plus raisonnables à l'heure actuelle. Vous voyez qu'il y a des pays pour lesquels les valeurs sont excessivement peu grisées. Ça veut dire qu'on n'a pas d'informations suffisantes que pour savoir si les gens qui y habitent surconsomment ou pas. Vu la répartition des pays, on peut imaginer que ce sont des parties du monde où de toute façon ce ne sont pas de trop gros consommateurs. Donc, si on se concentre maintenant sur la Belgique, l'empreinte écologique belge, on a l'équivalent, c'est dramatique de le dire, on avait en 2014 l'équivalent de 7,7 hectares par personne en besoin. Ce qui veut dire l'équivalent de plus de 10 terrains de football, soit plus de 5 fois la capacité théorique que l'on pourrait avoir par habitant en Belgique. C'est énorme. Il faut savoir que quand dans le classement mondial, on était en 2014 cinquième, derrière le Koweït, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, hein, les gens qui construisent dans le désert des choses souvent sans intérêt, mais enfin bon, ils vivent, ils ont les moyens économiques de le faire, donc ils le font, mais d'un point de vue écologique, c'est évidemment souvent des non-sens. Hein. Quand on sait que pour le Qatar, normalement, il devait y avoir cette année euh, une Coupe du Monde, non, c'était en 2020, c'est 2022 je pense. Quand on sait qu'ils vont faire un stade ouvert qui va être complètement climatisé, d'un point de vue ineptie écologique et thermique, c'est évidemment dramatique. Mais nous, on est juste derrière eux en matière écologique, en matière d'empreinte écologique. C'est évidemment dramatique. Juste derrière eux, donc il y a le Danemark entre nous. Voilà. Donc si tous les citoyens du monde, si tout le monde vivait comme la Belgique, on aurait besoin de 4,3 planètes. Vous imaginez l'empreinte que l'on a à ce niveau-là. Donc évidemment, on a des excuses, contrairement au Qatar ou au Koweït, c'est qu'on est beaucoup. C'est pas qu'on est beaucoup, mais on a une concentration en habitants au kilomètre carré qui est une des plus importantes au monde. Ça veut dire qu'on a une surface bâtie qui est 7 fois supérieure à la moyenne mondiale. C'est quand même pas mal. Sans compter que notre surface, on a l'avantage d'être dans un pays qui a une histoire, dans lequel on a des bâtiments qui ont une histoire, et beaucoup d'entre vous, dont je fais partie, vivent dans des maisons qui ont au moins 50 à 70 ans. La plupart des gens, voire plus, il y a certaines parties de la population qui vivent dans des maisons qui sont bicentenaires. Donc, évidemment, l'implication, c'est qu'on a un parc immobilier qui est très mal isolé en moyenne, par rapport à d'autres pays où la moyenne des bâtiments est relativement plus jeune, je vais dire. Il y a aussi un autre problème, c'est qu'on est dans un nœud routier européen, un nœud routier. Le transport routier est excessivement dense dans nos pays. C'est évidemment très délétère par rapport à cette empreinte écologique. Et là, en plus, on a une politique assez laxiste en matière de voitures de société, qui n'incite certainement pas le Belge à prendre les transports en commun. Il faut savoir que la surface globale de la Belgique, c'est 34 000 km². Je sais, les puristes vont dire 31 000, mais dedans, on inclut 3 000 km² à peu près de terre, de mer. Si on avait, par rapport à notre empreinte écologique, si on devait ramener ça à notre pays, on devrait avoir un pays qui fait 490 000 km². Vous imaginez, 15 fois plus que le pays sur lequel on habite. Donc la répartition, comme vous pouvez voir dans le tableau, est de l'ordre de 20% pour nos besoins en nourriture, en matière d'empreinte, 30% pour les déchets, les biens et services, donc le secteur tertiaire et les soins de santé,
20% pour les déplacements et 30% pour le logement. On voit quand même que le logement, c'est un tiers. Et c'est là-dessus que l'on pourrait faire, à mon avis, à mon sens, le plus d'amélioration. La fameuse empreinte écologique, comme je vous ai parlé tout à l'heure de la Footprint Society, existe. Le site dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui existe, donc c'est footprintcalculator.org. Je vous encourage à aller le voir. Vous verrez que ça vous permettra de calculer un petit peu où vous en êtes. Moi j'étais à 3,7. La moyenne mondiale est à 2,7. Ça veut dire que le 18 mai, donc d'ici une petite quinzaine de jours, on devrait avoir dépassé ce que peut nous fournir le monde de manière viable. Donc la production mondiale, la production de l'écologie mondiale, on arrive à la limite le 18 mai. Après ça, on va vivre sur les réserves de l'humanité. C'est assez effrayant de se dire ça. Maintenant, on va pouvoir, dans le temps, a priori, pouvoir améliorer les choses. Alors, les petits conseils qui sont donnés par les organismes de ce type-là, de la footprint, les conseils pour permettre d'améliorer notre empreinte, c'est quoi? La première, c'est de passer sur un fournisseur d'énergie verte. Ce calcul est évidemment fait sur base d'une production qui serait faite avec des combustibles dits fossiles. Il va de soi que l'énergie nucléaire est en partie, ne fait pas partie de l'équation, ou en tout cas en fait faiblement partie. Notre, notre, euh, notre production énergétique, il ne faut pas oublier qu'elle est en bonne partie nucléaire à l'heure actuelle. Alors il y a les détracteurs, il y a toute une série de personnes pour lesquelles il faut absolument arrêter le nucléaire, d'autres beaucoup moins. Je fais partie des personnes plutôt mitigées à ce niveau-là, puisque le problème est principalement sécuritaire et non écologique, puisque le CO2 est bien plus délétère que le nucléaire à mon sens. Mais ça ne regarde que moi, évidemment. Mais toujours est-il que l'énergie électrique verte est évidemment le meilleur moyen de réduire notre production en CO2. Le deuxième moyen le plus important est d'éviter les vacances lointaines. Donc prendre l'avion pour aller toutes les années faire un petit tour au Mexique, c'est bien beau, mais ça a un impact énorme sur notre empreinte. Le troisième, c'est limiter la consommation de viande. Le quatrième, opter pour une conduite plus calme, donc conduite défensive. C'est étonnant parce que ça, par contre, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, et ce de manière très simple. La conduite défensive et rouler moins vite est un moyen excessivement simple de pouvoir faire, et ça a un impact énorme sur notre écologie. Et là, par contre, surtout en cette période-ci de Covid, on s'aperçoit qu'en fait, les gens roulent beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus agressive. Donc, le système, un autre moyen également est l'histoire des autocollants anti-pub. C'est un détail, mais de nouveau, ça a un impact. Et etc., etc. Vous voyez qu'on peut aisément, par ces 12 moyens, ces 12 petits conseils, on peut aisément améliorer fortement notre impact de l'ordre de 1,2 hectares. Ça permettrait quand même, malgré tout, de quasiment enlever 30% de notre impact, rien qu'en respectant ces 12 petites règles. Donc, qu'est-ce qu'on constate d'après tout ce qu'on vient de dire? C'est qu'évidemment, par rapport à la capacité productive de la Terre, bien notre consommation est beaucoup trop importante. Mais ce n'est pas le seul problème. La suite de ce dont on va parler, c'est le réchauffement climatique, qui est principalement lié à quoi? À l'effet de serre. Donc, qu'est-ce que l'effet de serre? C'est un phénomène qui est
complètement naturel. C'est ce qui permet en fait d'avoir amené la vie sur Terre. Parce que si on n'avait pas eu cet effet de serre, on aurait une température euh, moyenne hein, sur la Terre de l'ordre de moins 18 degrés. Comme vous savez, pour avoir de la vie, il faut de l'eau liquide, sous-entendu. De l'eau liquide, il faut 0 degré. Or, avec une température moyenne de l'ordre de moins 18 degrés, c'est un peu plus compliqué, évidemment, d'avoir de l'eau liquide. Donc, pas d'eau liquide, pas de vie. Donc, cet effet de serre, au départ, nous a été très utile. Qu'est-ce qui donne l'effet de serre? C'est l'atmosphère qui fait l'effet d'une vitre dans votre serre. Il faut savoir que l'essentiel de cette énergie, de l'énergie qui est envoyée vers la Terre, donc environ 70%, et passe cette barrière qu'est l'atmosphère. Il y a une partie qui est renvoyée, qui est de l'ordre de 30%. Au niveau du sol, on a une partie de cette énergie qui est renvoyée vers l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle l'effet d'albédo. Donc c'est un effet de réflexion partielle lié au sol. Le mieux, le meilleur exemple, c'est quand vous allez à la montagne pour ceux qui ont déjà été faire du ski. Et cette réflexion de la lumière sur la neige est évidemment beaucoup plus importante, et c'est d'ailleurs pour ça que vous devez porter des lunettes solaires, est plus importante que sur une herbe bien verte d'été, pardon. Donc cette énergie solaire, il y a, comme on a dit, 70% qui passe l'atmosphère, 30% qui est renvoyé directement. Dans ces 70%, il y a une partie qui va servir à réchauffer le sol. Okay, il y a une partie qui réfléchit, et dans cette partie, il y a 5% de cette énergie qui repasse la barrière de l'atmosphère. Et le reste, donc les 95% de cette réflexion, est renvoyé de nouveau dans l'atmosphère. À cause de quoi? À cause de cette atmosphère, mais surtout lié à ces gaz dits effet de serre. Donc les gaz, c'est principalement l'eau, hein, l'eau contenue dans l'air. Mais ça, c'est pas coupé, hein, c'est sur les nuages. Le CO2, qui est donc le gaz le plus important de l'atmosphère, et le gaz qui est le plus délétère quant à cet effet de serre. Le NO2, donc hein, le dioxyde d'azote, le méthane, etc. Il y en a d'autres. Donc, grâce à ça, on a notre température moyenne du sol qui est amenée à 15 degrés. Donc, les principaux gaz à effet de serre sont, donc, comme on l'a dit, la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote, etc., etc. Il y en a d'autres, les CFC notamment. Pour ça, on fait intervenir un facteur qui s'appelle le GWP, donc le Global Warming Potential, excusez-moi pour l'accent anglais de merde, mais donc c'est quoi en fait? C'est un facteur qui n'a pas d'unité, qui est déterminé par rapport à l'unité de base qui est le carbone. Il y a deux paramètres qui interviennent dans ce potentiel de réchauffement. Donc, c'est la capacité de ce composé chimique à réchauffer l'atmosphère par cet effet de captation d'énergie. C'est le premier facteur, c'est la durée de vie. Enfin non, le premier facteur, c'est la propriété radiative, donc ce potentiel à garder cette chaleur. Et la deuxième, c'est la durée de vie. Sur base de ces deux facteurs, on calcule le potentiel donc le Global Warming Potential, donc le potentiel, le PRG en français, donc le potentiel de radiation global. Les deux facteurs qui interviennent sont donc le temps et la propriété radiative. Le temps, dans le cadre du carbone, c'est 100 ans, donc il faut 100 ans pour qu'une molécule
gaz carbonique soit qu'on considère qu'elle disparaît de l'atmosphère. Dans le cas de l'oxyde nitreux, c'est quoi l'oxyde nitreux? C'est ce qu'on appelle le fameux protoxyde d'azote, c'est celui que certains se mettent dans le nez pour rire quelques minutes, qu'on retrouve à un niveau industriel. Lui, il a un GOEP de 28 pour une durée de vie de 112 ans. Et si on prend le troisième, pardon, excusez-moi, c'est le GOP de 28, non, c'est le méthane. Lui, il a une durée de vie de 12 ans, donc très faible. Par contre, il a un potentiel de réchauffement de l'ordre enfin, très important. Donc, c'est ce qui fait qu'il a un GOP qui est 28 fois supérieur à celui du carbone. Et le troisième, donc c'est le fameux protoxyde d'azote dont j'ai parlé tout à l'heure, celui qui fait rire. Lui, il a un GOP de 265. Sa durée de vie est de 114 ans, mais en plus, il a une forte tendance à réchauffer l'atmosphère. Cette, comme vous voyez, en fait, il y a une répartition à 50% pour le CO2 et 6% pour l'effet de serre. Ce rapport, évidemment, il est lié au GOEP, mais il est surtout lié au volume de ces gaz que l'on trouve dans l'atmosphère. C'est à comparer avec la fameuse DL50, la dose létale 50, qui est la dose d'un poison à partir duquel l'organisme va lâcher et va vous tuer. L'exemple, c'est, vous imaginez un beau bébé de 100 kg, vous voyez la bête, 100 kg, vous prenez la dose létale 50, c'est-à-dire que si pour ce petit bébé il ingère 9 litres d'eau, ben, il a 50% de chance de mourir. C'est ça le principe. Alors mademoiselle, vous qui faites 50 kg tout mouillé, ben vous évidemment vous divisez par 2, ça fait 4 litres et demi. Dans le cadre de, si vous prenez par exemple du sel de cuisine, ben là vous avez non plus 9 litres ou 9 kg, mais 300 grammes. Dès le moment où vous ingérez 300 grammes de sel de cuisine, vous avez 50% de chance d'y rester. Et pour le cyanure, c'est quoi? C'est 300 mg. Donc c'est vraiment là une question. Il y a un aspect dangereux, mais il y a un aspect évidemment volumique, il y a un aspect massique qui intervient. C'est ce qui se passe ici dans le cadre des gaz à effet de serre. Ben, oui, clairement, le protoxyde d'azote, il est 265 fois plus dangereux que le carbone, hein, que le CO2, pardon, le dioxyde de carbone. Mais on en trouve beaucoup moins dans l'atmosphère, par chance. Alors, les gaz à effet de serre du type industriel, comme les gaz fluorés, LCFC et autres, qu'on trouvait dans les clims et tutti quanti, ben, là, évidemment, ils ont des potentiels de l'ordre de plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers. Là, on ne navigue plus dans la même catégorie de produits. Alors le champion de toute catégorie évidemment des produits qui amènent le réchauffement climatique, c'est le dioxyde de carbone, hein, bien connu, le CO2. Alors on le trouve dans l'atmosphère principalement sous deux types, donc de manière naturelle et de manière industrielle, enfin liée à l'homme en tout cas. La manière naturelle évidemment c'est quoi? C'est la décomposition de tout ce qui, de tous les éléments organiques que l'on trouve dans la nature, donc les matières animales, végétales, dont vous faites évidemment partie, puisque quand vous y passerez, bah, la décomposition de votre corps va générer du CO2, qui lui, de manière naturelle, est réabsorbé par la nature, donc par les plantes et les arbres, qui, sur la base du principe de la photosynthèse, transforme ce CO2 avec de l'eau, et il le transforme ça en sucre, grâce à la lumière solaire. C'est le principe de la photosynthèse. Le gros problème du fait qu'on trouve énormément de CO2 dans l'atmosphère, c'est qu'il est surtout lié de nos jours à l'activité industrielle, l'activité humaine. Il faut savoir que les combustibles qu'on utilise actuellement sur base de pétrole et de ses dérivés comportent énormément de carbone. Au même titre que l'énergie nucléaire, ce n'est pas renouvelable, ils ne sont pas renouvelables et
C'est-à-dire qu'ils le sont, mais il faut des millions d'années pour que tout ça se recrée sur base de la mort des végétaux qui sont sur base de la compression des sols, etc., se transforment en pétrole. Donc, la combustion de ces combustibles dégage énormément de CO2 et c'est en plus aggravé par le fait que la plupart des forêts actuellement dans le monde sont de plus en plus attaquées, sont coupées. Pourquoi? Pour en faire des zones de pâture, des zones de développement agraire et autres. Ça n'arrange rien, puisque les seuls qui absorbent justement ce CO2, ce sont les forêts. Les processus industriels que l'on retrouve et qui sont gros, générateurs de CO2 sont évidemment les industries de production de ciment, de chaux, la sidérurgie, la pétrochimie. C'est malheureusement, surtout dans nos pays justement, des produits que l'on développe énormément. Et de toute façon, il faut voir ça de manière globale, penser local, voir ça de manière globale. Penser global, agir local, excusez-moi. Voilà, c'est évidemment la source du produit sur lequel on doit le plus travailler. Il faut savoir que la concentration en CO2 dans l'atmosphère a augmenté de l'ordre de 35% depuis 1750. Alors comment sait-on ça? Grâce à la calotte glaciaire. Qu'est-ce que la calotte glaciaire? C'est cette couche de glace que vous trouvez au pôle Nord, au pôle Sud. On fait des carottages, donc on fore des carottes. On sait que on a dans ces carottes que l'on ressort, année par année, des couches de glace qui arrivent année par année. On connaît l'épaisseur de glace que l'on a toutes les années. Et donc en remontant, plus on va profondément dans cette calotte glaciaire, dans ces carottes, hein, plus on descend dans ces carottes, plus on va loin dans le temps. Eh bien, on s'aperçoit qu'avant 1750, la dose de CO2 dans l'atmosphère est approximativement la même. Donc, si vous voyez le graphique ici, on est à quasiment, on est à des valeurs très faibles, très proches de zéro au niveau de l'échelle en millions de tonnes de carbone équivalent. Et on voit depuis 1750, c'est à partir de ce moment-là que la révolution industrielle est arrivée, où on a commencé à faire tourner des machines au charbon, et puis après au mazout, et puis etc. Voilà, on voit que on a méchamment augmenté cette concentration en poison qu'est le CO2 dans l'atmosphère. Donc ce réchauffement climatique, ce changement climatique amène plusieurs problèmes. C'est que pour le moment, on a un réchauffement depuis 1880 de moyen sur la Terre de l'ordre de un peu moins de 2 degrés, donc 0,85 degrés centigrades ou Celsius. Qu'est-ce que ça provoque? Beaucoup plus de précipitations intenses, donc des grosses pluies, mais des grosses draches comme on cite ici en Belgique. Mais en parallèle, on a énormément de périodes de sécheresse. Ça amène des tempêtes, la fonte des calottes glaciaires, et ça évidemment, ça amène l'élévation du niveau de la mer. Et par la même occasion, ça amène une acidification et un réchauffement des océans. On estime que si on ne fait rien, l'augmentation de température moyenne au niveau de l'humanité augmenterait de l'ordre de 1,4 à 5,8 degrés. Cas le plus défavorable certainement, mais malgré tout, ça ferait passer à une moyenne donc de plus de 20 degrés la température dans l'atmosphère. L'autre problème, c'est l'acidification des océans, qui, lui, est lié au fait que le CO2 est absorbé dans l'eau et que ça a tendance à acidifier celui-ci. Alors, si on considère que la température moyenne de la Terre n'a augmenté actuellement de 0,85 degrés, ça peut paraître faible, mais il faut savoir que la dernière période glaciaire, on sait, par mesure et par évaluation,
que pour la dernière période glaciaire, il y a 20 000 ans, on avait de la glace partout dans l'Europe. Donc chez nous, on était à la limite, mais on avait des couches de glace assez importantes, donc c'était l'équivalent du pôle Nord chez nous. On n'était qu'à une température moyenne inférieure de 4 degrés. Vous imaginez? Donc la couche de glace qui recouvrait toute l'Europe et la Russie et l'Amérique était très importante, plusieurs kilomètres. Là, à l'inverse, si on élève la température moyenne de 4 degrés, imaginez la catastrophe que cela pourrait faire. Alors les tableaux reprenant ici les différents effets que l'on pourrait avoir au niveau de cette augmentation de température, certes est assez peut paraître assez effrayante, et l'est. Bon, par chance, nous habitons dans une région où on pourrait peut-être ne pas être trop impacté, mais malgré tout, de manière globale, évidemment, entre 1 et 5 degrés, ça peut fortement changer le contexte de vie dans lequel on est. En sachant qu'à 1 degré d'écart, déjà à 1 degré d'écart, on a 10% des espèces terrestres qui sont menacées au niveau de la planète. C'est évidemment excessivement délétère. Alors si vous prenez le tableau jusqu'à 5 degrés, on ne va pas dire que c'est la fin du monde, mais ça fait assez quand même penser à du Walking Dead dans le pire des cas. D'où il faut vraiment changer les choses, et j'espère que vous avez tous bien compris de ce vers quoi on va. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que vous avez choisi ce type d'études. Enfin, restons quand même positifs, il y a moyen de changer les choses, mais ça va nécessiter de se relever les manches assez vite. Maintenant parlons de la fonte des glaces. La petite photo édifiante que vous avez devant les yeux est un glacier de l'Alaska qui en 70 ans a complètement disparu. C'est pas le seul évidemment. Vous voyez qu'il a reculé de quelques kilomètres, et à la place c'est devenu une petite mare à canard. Ça c'est valable partout dans le monde. La fonte des glaces qui recouvre la plupart des terres émergées c'est l'une des principales sources de l'élévation de la mer. On considère que rien que la calotte glaciaire du Groenland, rien que le Groenland, a fait monter le niveau des mers de quasiment 1 cm, quasiment 1 mm par an, donc 0,7 mm par an, ce qui est à lui seul 25% de l'élévation totale du niveau de la mer. Donc rien que le Groenland fait élever le niveau de la mer de 0,7 mm par an. C'est évidemment énorme. Alors comment peut-on limiter ce réchauffement climatique? Malgré tout, la Belgique a su, depuis les années 90, diminuer drastiquement pas mal de composés de gaz à effet de serre. Le dioxyde de carbone, notamment, a diminué de plus de 15%, donc 16%. Le méthane, qui lui a diminué de quasiment 30%, enfin de plus de 30%, 31% depuis 1990. Ça, c'est lié à l'agriculture et à la diminution des mises en décharge, c'est-à-dire qu'avant, on enfouissait toutes nos poubelles. Maintenant, avec l'apparition des parcs à containers, quand ils sont ouverts, on peut gérer beaucoup mieux nos déchets, ce qui veut dire qu'on a beaucoup moins de dégagement et de fabrication de méthane via nos déchets, en fait, par ce traitement. Alors, on a également diminué fortement les productions d'oxyde nitreux, donc d'oxyde d'azote. Vous savez, le gaz qui fait rire, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui lui est utilisé et généré dans l'industrie chimique et l'agriculture, dans les transports routiers et dans le chauffage des bâtiments. On a réussi donc depuis 1990 à diminuer, donc, comme je l'ai dit, de 38%. Pour ce qui concerne tous les gaz fluorés, donc c'est les fameux CFC, eux, ils ont été depuis 1995 fortement réduits, de l'ordre de 45%. Là par contre c'est un bon travail de la part de la Belgique.
puisqu'on a mis en place des procédures d'incinération des fumées lors des process industriels qui permettent de détruire ces gaz ce type de gaz à effet de serre. On en trouvait principalement dans les climatisations, dans les mousses, donc les mousses d'isolation. Tout ça a été supprimé ou modifié en tout cas d'un point de vue chimique par l'industrie liée à l'entrée du protocole de Montréal en 1995. Alors, quels sont les principaux secteurs d'émissions de CO2 en Belgique? Il y en a plusieurs. Le premier, c'est le transport, qui, rien qu'à lui seul, provoque 25% des gaz à gaz à effet de serre, d'émissions de gaz à effet de serre, pardon. Il faut savoir que seul 1,5% des transports sont ferroviaires et 1,5% sont faits pour la navigation. C'est peu, on pourrait inverser assez, enfin, on pourrait améliorer les choses assez aisément en prenant plus souvent le bus, notamment. Pour ce qui est du chauffage résidentiel, ben là on voit qu'on a quand même pas mal on a que 15% de gaz à effet de serre, principalement du CO2. Là évidemment ça varie d'une année à l'autre suivant la météo. On a le chauffage du tertiaire, donc qui lui est lui principalement lié donc à tout ce qui concerne le secteur tertiaire, donc le secteur des biens et services. Celui-là, il est moins lié à la météo puisque la consommation est moyenne et on doit toujours chauffer nos magasins et nos cabinets de médecins. Par contre, un des gros producteurs de gaz à effet de serre c'est évidemment l'industrie, dont les trois quarts de l'énergie via de l'électricité, de production d'électricité. Qui dit ça dit on brûle du gaz, on brûle du pétrole, etc. Les process industriels de type chimique et de type de fabrication, notamment de production d'acier, de chaux, de ciment, eux sont également des gros producteurs de gaz à effet de serre. L'agriculture est également un facteur assez important. Lui, c'est principalement sur le méthane, lié au dégagement fermentation entérique, pour utiliser le terme générique. En gros, c'est quand la vache pète. Et les problèmes de déjection, les problèmes d'engrais, etc. Et alors, les mises en décharge n'étant plus d'actualité, on a quand même diminué pas mal ces émissions de gaz. De point de vue consommation énergétique maintenant. Pour la consommation énergétique moyenne en Wallonie, il y a une valeur qui est importante que vous reteniez, c'est que un Belge, un Wallon, en moyenne, consomme 45 MWh par an pour la consommation globale de la région. Si vous prenez cette valeur de 45 MWh par tête de pied, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir l'équivalent 4500 litres de mazout. En effet, vous devez retenir ce chiffre, 1 mètre cube de gaz, 1 litre de mazout, 10 kWh. C'est la tape. Okay, donc 1 mètre cube de gaz égale 1 litre de mazout égale 10 kWh, sous-entendu électrique ou énergétique. Que ce soit sous forme électrique, puisque le rendement des résistances électriques est de 100%, ou quasiment 100%, et 1 kW électrique, c'est la même chose. Donc 1 kWh, 10 litres de mazout, 1 kWh, excusez-moi, non, j'y arriverai, 10 kWh, 1 litre de mazout, 1 mètre cube de gaz. C'est la tape. Rien que sur cette consommation régionale, rien que sur la consommation globale de la Wallonie, on a 32% exactement qui sont liés à la consommation bâtiment. Donc pour chauffer et entretenir nos bâtiments. C'est évidemment là-dessus que l'on peut aller rechercher de
de l'énergie aisément en faisant quelques petites modifications à nos bâtiments, puisqu'on sait que les bâtiments sont assez anciens en moyenne en Wallonie. Si on ramène ça à un graphique mondial, on voit quand même que d'un point de vue consommation, on est au-dessus des 6 tonnes équivalent pétrole par habitant en Wallonie, enfin en Belgique. On consomme, je vais dire, l'ordre de grandeur est équivalent à celle des États-Unis, des Émirats arabes unis et tous ceux qui sont ici, ainsi que les pays nordiques. C'est évidemment énorme. Nous sommes dans le peloton de tête, on l'a déjà vu tout à l'heure. La production de CO2 est fortement liée à notre consommation d'énergie, évidemment, puisque qui dit consommation d'énergie, notamment de pétrole, forcément dégagement de CO2. Maintenant, si on ramène ça au logement, au nombre de logements qu'on a en Wallonie, on a un équivalent énergétique de 2680 litres de mazout, c'est-à-dire que, ou 26 MWh, si on ajoute en plus la consommation pour liée au transport, donc on va introduire la notion d'énergie grise, donc les pertes que l'on a lors du transport du raffinage par exemple, on monte à 3500 litres de mazout, 3488, enfin bon, disons, on arrondit à 3500 litres équivalent de mazout ou de gaz ou d'électricité pour la consommation et le chauffage sanitaire, la cuisine, l'entretien des électros, etc., le fonctionnement des électros, tout ce package-là, c'est 3500 litres de mazout par an, équivalent, en moyenne pour chaque logement. Alors par rapport à ça, quelles sont les actions qui ont été entreprises pour pallier à ce problème? C'est diverses notions, diverses actions. La première, c'est ce qu'on a appelé le développement durable au niveau mondial. On a introduit en 1972 cette notion. Donc le club de Rome, c'était des scientifiques, des ingénieurs, des économistes, babacool de l'époque, qui se sont mis ensemble, qui ont fait une étude globale, donc qui s'appelait le rapport Meadows, au début des années 70, en 1972, qui a estimé les besoins de l'homme entre 1972 et si on fait évoluer les choses telles qu'elles étaient à l'époque, jusqu'en 2100. Donc ils ont projeté jusqu'en 2100 voir ce qui allait se passer. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont mis en évidence? C'est que cette croissance, cette course à l'échalote, cette croissance sans cesse provoquerait à terme une chute brutale de la population qui serait liée d'abord à la pollution, ensuite à l'appauvrissement des sols lié au fait qu'on pomperait trop pour pouvoir fabriquer notre nourriture, et la raréfaction des énergies fossiles. Ça date de 72 évidemment. Entre-temps, on a fait des recherches complémentaires, on a trouvé évidemment d'autres sources d'énergie fossile, hein, le gaz de schiste, le pétrole du Canada, donc bitumineux, et toute une série d'éléments qui pourraient retarder un petit peu cette échéance. Malgré tout, ça n'amène que de la pollution complémentaire. Donc 1972, lié à ce rapport Meadows, premier sommet de la Terre à Stockholm, là on met vraiment en évidence que l'environnement est quelque chose à prendre très sérieusement en compte et qu'il faut absolument transmettre aux générations futures cette sensibilité à l'écologie et à l'environnement. En 87, on a mis en place enfin une définition je vais dire de ce qu'on appelle le développement durable. C'est quoi? Donc le développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Donc, pour le moment,
On est évidemment loin d'être dans des développements durables, mais on essaye d'atteindre cela pour ne pas que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants soient gênés parce que nous aurons créé, nous, euh, comme problème en essayant de nous nourrir, en essayant de nous protéger et de nous chauffer. 88, la année importante, création du groupe d'experts international dit le GIEC, pour l'évolution du climat. C'est normalement un organisme dont vous avez déjà entendu parler, puisque un Belge célèbre, Jean-Pascal Van Ypersele, a failli en 2015 être le président de cette association. Comme il ne l'a pas été, il s'est retiré toute activité au sein du GIEC, mais se représenterait d'ici 2 ans, je pense, pour de nouveau en être le président. C'est quelqu'un qui a énormément de sensibilité, et ça depuis sa plus tendre enfance. C'est un Belge, comme je l'ai dit, de Louvaniste, qui est très sensible à ce genre de choses et est une sommité mondiale reconnue dans le domaine du climat. Que fait le GIEC? Il a 3 missions principales. La première, c'est d'évaluer le réchauffement climatique d'origine humaine. La deuxième, c'est de cerner les conséquences, donc d'essayer de voir ce que ça va impliquer, ce réchauffement. Et éventuellement, la troisième, de trouver des stratégies pour s'adapter ou pour atténuer ce réchauffement. Il faut savoir que depuis 1990, il y a eu 5 rapports qui ont été émis par le GIEC. Il y en a eu un en 2018, un rapport spécial qui parlait, lui, du réchauffement et qui était axé sur le réchauffement d'1,5 degré. Je vous conseille vivement d'aller le lire si vous avez le temps. Vous allez sur le site climat.be, donc vous regardez dans Google, c'est encore plus simple, vous tapez dans Google les termes climat.be, rapport GIEC 2018, vous allez tomber dessus. Il y a pas mal de données importantes et intéressantes sur la suite des événements. Alors, le premier rapport en 1990, je vais vous passer les détails, mais en gros, le premier rapport mettait en évidence que le réchauffement climatique était lié au gaz à effet de serre. Le deuxième rapport a été mis en place lors du sommet de Rio, le sommet de la Terre, hein, que vous avez peut-être déjà entendu parler, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Ça a donné lieu à la définition des 3 piliers, on va en parler juste après, des 3 piliers du développement durable. Ensuite, le sommet de la Terre, là, vous lirez vous-même, ça n'a pas grand intérêt que je m'étende là-dessus parce qu'on manque un peu de temps, je pense. L'étape suivante, c'est les 3 piliers. Et là, par contre, c'est très important car c'est là que, grâce au développement durable, on avait donné une définition au départ, mais on n'avait pas défini les voies à suivre. Le sommet de Rio de Janeiro, donc en 1992, a mis en place la Sainte Trinité, qui est en matière de développement durable. La finalité du développement durable est de trouver un équilibre cohérent et viable à long terme via 3 enjeux. L'enjeu économique, l'enjeu social et l'enjeu environnemental. Donc, pour l'économique, il s'agit de développer la croissance et l'efficacité économique à travers des modes de production de consommation durable. Pour l'aspect social, il faut une équité sociale. Il s'agit de satisfaire les besoins essentiels de l'humanité en logement, alimentation, santé, éducation, en réduisant les inégalités entre les individus dans le respect de la culture. Là, il y a encore du boulot. Et en matière de qualité environnementale, il s'agit de préserver les ressources naturelles à long terme en maintenant les grands équilibres écologiques et en limitant des impacts environnementaux. Dixit. Alors, les conférences pour le protocole de Kyoto, là en fait c'est ce qu'on appelle les COP, vous avez déjà entendu parler je suppose. COP, on en est à la COP 22 qui a eu lieu à Katowice en 2018.
Donc c'est l'Assemblée globale liée par l'Assemblée des Nations Unies qui parle principalement des changements climatiques. Donc c'est tous les pays qui se mettent ensemble et qui parlent de climat. Il a fallu attendre la troisième COP, donc 95-97, hein, la troisième, pour mettre en place ce qu'on a appelé le protocole de Kyoto. Vous l'avez tous déjà entendu parler. Il y en a un certain nombre qui n'étaient pas encore nés, la plupart d'entre vous n'étaient pas encore nés, mais donc vous avez fait toute votre vie avec. Moi, j'avais déjà plus que votre âge à l'époque. Donc ce qui veut dire que moi je l'ai fait avec la moitié de ma vie, mais il m'a quand même beaucoup influencé dans mes choix et j'espère qu'il fait pareil vous concernant en matière de production de gaz à effet de serre. Donc il a fallu un certain temps pour que ce protocole soit ratifié. Donc qu'est-ce que ça veut dire ratifier? C'est donc en droit international, le terme de ratifier désigne la procédure par laquelle les traités internationaux signés par un chef d'État, un Premier ministre ou un ministre des Affaires étrangères, qui sont les personnes habilitées à signer ce type de traité, c'est soumis au Parlement interne de chaque pays, et alors ils sont acceptés par ces pays. C'est ce qu'on appelle, en règle générale, donc c'est ce qu'on appelle une ratification. En règle générale, le traité peut entrer en vigueur après sa ratification. Seuls les pays dits développés sont concernés par les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En effet, si vous prenez la carte du monde, vous voyez ici quoi? Vous voyez que donc tous les pays en vert clair, c'est quoi? Ce sont les pays pour lesquels on ne demande pas actuellement de limiter leur production de gaz à effet de serre, parce qu'évidemment, il y en a la plupart qui ont déjà du mal à survivre dans l'état actuel. Ils se développent, ils essaient de se développer en matière de... Bon, le meilleur exemple, évidemment, c'est la Chine. Donc, eux n'ont pas été... Ils ont ratifié, donc ils ont accepté, mais ils ne sont pas soumis au protocole. En vert foncé, vous avez tous les pays qui ont ratifié, donc on vient de le définir, donc pour lesquels les États ont signé, et puis en interne, ils ont mis en œuvre une politique plus ou moins efficace pour limiter la production de gaz à effet de serre. Alors vous voyez, vous avez deux petits marrons ici, qui sont un petit peu hors concours. Ceux-là, en fait, c'est le Canada et les États-Unis. Ils sont évidemment très ennuyés puisque le Canada, lui, l'avait ratifié et puis ils l'ont sorti pour des raisons politiques, principalement, en 2011. En fait, ils ont considéré que c'était les pays du Sud qui imposaient leurs lois par rapport aux pays du Nord. Mais ils ont surtout un problème, c'est qu'ils sont les plus gros fabricants d'Amérique du Nord de pétrole. Donc ils étaient un petit peu mal foutus, le cul de chaise, puisqu'ils étaient producteurs et des régions du Canada sont excessivement riches, font partie des régions les plus riches au monde grâce à ce fait-là. Et d'un autre côté, on leur a demandé de limiter leur production de gaz à effet de serre. Donc ils se sont retirés depuis lors. Ils ont été punis, entre guillemets, donc ils ont eu des pénalités financières de l'ordre de 14 milliards de dollars. Ça ne les a pas empêchés de quitter. Alors, le dernier pays un peu bizarroïde, c'est les États-Unis, puisque eux, en 97, ils ont accepté, le représentant à l'époque, c'était le mari de l'autre, donc notre ami Clinton. Par contre, il n'a jamais réussi à faire ratifier cet accord au niveau des États-Unis. Aucun sénateur n'a signé. Aucun démocrate, même qui sont quand même les plus progressistes, ne l'ont signé. C'est quand même un peu particulier. Alors, les seuls pays qui sont un peu qui sont hors du jeu de qui, donc surtout les pays du monde entier, c'est Andorre qui ne sait pas prononcer, l'Afghanistan qui ne sait pas prononcer, Taïwan, le Vatican et la Palestine. Eux, ils ne sont pas signataires et ils sont, on va dire, neutres dans le sens où ils ne prennent pas part au débat. Alors, ces objectifs ont-ils été atteints? La première période d'engagement a débuté en 2008 et a pris fin en 2012. Les pays qui ont développé devaient réduire leurs émissions de l'ordre de 5%
par rapport au niveau de 1990, toujours, c'est 1990 qui a donné le point de départ. L'objectif pour l'Union européenne, c'était moins 8%, et après un partage intra-européen, la Belgique s'est engagée, elle, à 7,5% de moins qu'en 1990, et la même chose pour la Wallonie. Donc, la Belgique donc, a transmis à la Wallonie s'est engagée pour une réduction de 7,5%. Alors, cette COP qui a commencé, la COP 1 en 1995 à Berlin, et la dernière a eu lieu en 2018 à Katowice en Pologne. En 2015, il faut savoir, donc pour la COP 22, la COP 21, pardon, en 2015, ça a donné, qui avait lieu à Paris, ça a donné lieu à un accord qui a été fort discuté, il a fallu vraiment beaucoup de temps. Il a été décidé en 2015 que tous les signataires s'engageaient à limiter le réchauffement climatique d'au moins 2 degrés. Non, à moins de 2 degrés. C'est-à-dire que le maximum, c'était 1,5 degré. On ne pouvait pas dépasser cette valeur-là. Si on attend, si on ne fait rien, on arrive à plus 5. On a vu tout à l'heure plus 5, dans les slides précédents, plus 5, c'est évidemment Walking Dead. Là, entre les deux, il faut essayer de trouver un compromis. Donc 2 degrés, 2015, c'était la table de ce qui a été décidé. Mais aucune réglementation concrète n'a été arrêtée pour atteindre cet objectif. Donc en gros, on a dit, on n'augmente pas de plus de 2 degrés, 2 degrés c'est le grand maximum, mais on ne dit pas comment on va le faire. Donc la COP 22 et COP 23, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé sur le fait de trouver une méthodologie, et s'en est suivi donc des accords qui auraient dû être signés et qui ont été signés à Katowice en Pologne après moult pérégrinations. Ça a été signé tant bien que mal, et encore on a un modus operandi, mais un rulebook qu'ils appellent ça, un mode d'emploi, mais c'est pas encore en fait ils se sont mis d'accord sur la façon dont on va comptabiliser l'émission de gaz à effet de serre, mais il y a pas mal de points encore qui restent irrésolus. C'est suite à ça d'ailleurs qu'on a eu l'intervention de notre brave Greta, qui à Katowice en 2018 a parlé devant tout le monde, devant toute l'assemblée de l'ONU. Ça a fait les choux gras dans toute la presse, et vu le non-fonctionnement et vu les attentes pour la suite des événements, sa fameuse deuxième intervention, avec son How dare you, dont vous avez tous entendu parler, je suppose. Alors, au niveau de l'Union européenne, qu'est-ce qu'il en est? Donc les objectifs 20-20-20. Donc l'objectif en 2008 qui a été adopté, c'était moins 20%, donc 20-20, 20-20-20. Donc en fait on dit c'est l'objectif 3 fois 20, mais en fait non, c'était l'objectif en 2008, l'objectif d'arriver en 2020 et de faire 3 fois moins 20%. À savoir, réduire de 20% les gaz à effet de serre par rapport à 1990, l'amélioration de 20% de l'efficacité énergétique, sous-entendu des bâtiments et des consommations globales, et une part de 20% d'énergie renouvelable de la consommation finale brute d'énergie. Donc 20% d'énergie renouvelable au niveau de la fabrication globale. Les énergies renouvelables pour la Belgique, l'objectif c'était 13% d'énergie renouvelable. L'Allemagne, elle, le but c'était carrément d'être autonome. Et ils y sont quasiment, je pense. Donc en 2014, l'Union européenne s'est de nouveau mise autour de la table, sur base de la fameuse réunion paquet énergie-climat. Et là, le but c'était 2030, et de se dire qu'on devait avoir une réduction des gaz à effet de serre par rapport à 1990 de 40%. Une augmentation, une amélioration de 27% de l'efficacité énergétique. Donc vous voyez, 2020, 20%, 20%, 20%. Ici, 40%, 27% d'amélioration d'efficacité et 27% d'énergie renouvelable pour la fabrication globale au niveau de l'énergie. Avec un facteur complémentaire, c'est 15% d'interconnexion électrique, sous-entendu pouvoir faire transiter les énergies plus facilement
entre États. Alors, la réglementation PEB, qu'est-ce qu'il en est? Donc en 2002, il y a la première directive européenne en matière de performance énergétique du bâtiment est parue. Cette directive, évidemment, a appliqué la Belgique et la Wallonie, enfin la Belgique et la Wallonie, puisqu'il a fallu attendre 2008 pour qu'elle soit mise en œuvre. Cette première salve de directives, donc cette première salve de voies à suivre, c'était 4 points. La première, c'était de mettre en place une méthode de calcul, hein, pour savoir comment on allait calculer de manière uniforme la performance des bâtiments. Ensuite, une exigence minimale en matière de performance énergétique, donc pour les bâtiments neufs ou existants, hein, puisqu'on devait mettre en place, les nouveaux bâtiments devaient être efficaces énergétiquement et les rénovations profondes devaient également rendre les bâtiments efficaces énergétiquement. On devait mettre en place les certifications des bâtiments existants, donc donner un nivellement des bâtiments, et mettre en place un système d'inspection régulière des chaudières et des systèmes de climatisation. Là, en cette matière, la Belgique n'avait pas entendu cela, puisque c'était déjà valable avant, en tout cas pour ce qui concerne les chaudières. Alors 2010, deuxième directive européenne, elle remplace la première. En fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reprend les grandes idées de la première, elle les impose toujours, et elle va plus loin en demandant pour le 1er janvier, enfin pour le 31 décembre 2020, donc en théorie fin de cette année, tous les nouveaux bâtiments doivent être à consommation d'énergie quasiment nulle. En 2018, donc fin 2018, tous les nouveaux bâtiments occupés et possédés par les autorités publiques devaient être à consommation d'énergie quasiment nulle. Autant vous dire qu'on n'y est pas. Au niveau de la Belgique et de la Wallonie, qu'est-ce qu'il en est? Là, on parle bien bâtiment. Et qu'est-ce qu'on nous dit? C'est qu'en 85, donc bien avant GIEC, bien avant COP, bien avant normes PEB et tout, on introduit un premier règlement thermique en Wallonie qui demande à tous les bâtiments qui sortent de terre, donc tous les bâtiments neufs, d'avoir au moins un K70. On verra plus tard ce que c'est le K70. C'est un facteur de qualité énergétique du bâtiment qui reste d'actualité dans la norme PEB. En 96, donc 11 ans plus tard, on met en place la deuxième norme et là on est plus drastique. On arrive à K55. Donc tous les nouveaux bâtiments qui sortent de terre doivent avoir un K55 depuis 1996. Vous voyez qu'on est à 70, on arrive à 55. Donc autrement dit, plus le K est faible, déjà une petite introduction par rapport à ce que vous allez voir, plus le K est faible, plus votre bâtiment est performant énergétiquement. La norme des bâtiments passifs à l'heure actuelle est un K15. On verra ce que ça implique. Alors ensuite, cette deuxième directive, ce deuxième règlement, a mis en place un système de ventilation pour les logements et les bureaux. Donc c'était les balbutiements, on imposait des ventilations parce qu'on arrivait à des bâtiments qui devenaient de plus en plus étanches à l'air. Alors 2008, phase provisoire pour la réglementation PEB, donc par rapport à la première directive de 2002 de l'Europe. Et là on renforce l'isolation des bâtiments. On dit que tout bâtiment qui sort de terre doit avoir un K45. Et toujours à l'heure actuelle, à ma connaissance, en théorie, d'après les normes, on devrait être plus bas que ça, mais le K45, à ma connaissance, reste d'actualité pour certains types de bâtiments. Alors, en 2010, on met en place la réglementation PEB qui nous importe ici. Cette réglementation, si on rapporte ces fameux K70, 45, etc., on montre ici une petite ligne du temps montrant l'évolution des isolants que l'on a mis dans les bâtiments neufs suite aux directives 85, 96, 2008 et 2010. Donc, le principe, c'est
Avant 85, il n'y avait pas d'isolation dans les murs, c'était juste un vide ventilé. Vous aviez votre brique et vous aviez votre bloc. Ensuite, 96, obligation de mettre au moins 4 cm d'isolant, sous-entendu les isolants habituels que l'on connaît, qui sont le polystyrène extrudé ou mieux les plaques de polyuréthane. Alors, 2014, suite à la directive 2008, là, on arrive à 12 cm d'isolant à la place de 4. Donc vous imaginez, pour gagner 10 points, on est obligé de multiplier par 3 l'épaisseur d'isolant. Et alors, pour la directive 2020, qui est le bâtiment passif, un bâtiment à énergie quasiment nulle, là, on arrive à une épaisseur entre bloc et parement extérieur de l'ordre de 30 cm. Vous imaginez, ça vous fait quand même des beaux murs, puisque un bloc c'est à peu près 20, un parement c'est entre 2 et 10 cm, suivant que vous mettez une brique ou un crépi, et entre les deux, vos 30 cm, vous aviez des murs à l'époque qui faisaient 20, 24 plus, enfin 19 plus 4, ça faisait 23, 4 à 6, allez, 25 plus la bloc, ça fait 35, hein, plus la brique, ça fait 35. Et maintenant, on arrive à des murs qui font de l'ordre de 20, 50, plus le parement, entre 55 et 60 cm. On a doublé l'épaisseur des murs pour en améliorer leur isolation. Alors, pour ce qui est de la voie de la... vous voyez comment les choses coulent. En gros, c'est directive européenne. Ça, c'est toujours... C'est eux qui pour le moment... c'est ce qui est embêté d'ailleurs les Anglais, c'est que c'est eux qui décident, sur base évidemment d'accords entre pays. Puis, c'est renvoyé à tous les pays qui ont signé. Vous avez une directive européenne pour le Parlement wallon, Parlement bruxellois et Parlement flamand, bruxellois et wallon. De là, on donne un décret, puis de là, on fait un arrêté d'exécution, puis un arrêté ministériel. Donc c'est l'ordre dans lequel se font les choses pour décider de ce que l'on doit faire suite à une directive européenne. Alors la réglementation wallonne en matière de construction, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est qu'en région wallonne depuis 2008, depuis l'application de la PEB, on doit avoir tout bâtiment qui sort de terre, qui sont reconstruits ou qui sont transformés avec un permis d'urbanisme, sont soumis à cette norme PEB. Alors cette norme PEB fait intervenir toute une série de facteurs, les facteurs les plus importants étant le U, le K, le E, le W, le ES, la ventilation et la surchauffe. Tout ça, ce sont des facteurs techniques que l'on va donc aborder et qui font partie en fait partie intégrante du logiciel PEB dont je vous ai montré l'installation l'autre fois et que vous allez apprendre à utiliser, peut-être pas cette année parce qu'à mon avis on va manquer de temps, mais en tout cas l'année prochaine assurément. Depuis 2010, ce qui a changé principalement, c'est que pour tout ce qui concerne la vente, la location des bâtiments, on est obligé d'avoir, afin que le candidat acquéreur ou locataire soit bien conscient de ce qu'il loue, de ce qu'il achète, on est obligé d'avoir un certificat PEB pour le bâtiment mis en location ou mis en vente. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été efficace et édifiante pour vous. Je vous laisse mon adresse mail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis disponible. Bonne journée, à bientôt.